J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Encore un haut responsable qui risque de finir en prison. Encore un haut responsable de l'État algérien qui est en état d'arrestation. Encore un haut responsable algérien qui risque de finir 6 jours dans une cellule de prison à la prison militaire de Blida. Encore un général parmi tant de généraux qui risque de finir en prison. Encore un général qui chute. Encore un général qui va être déchu après avoir gouverné au plus haut sommet de l'État algérien. L'Algérie, elle est tout simplement étrange, extraordinaire. Encore une fois, ni Netflix, ni les séries de Netflix, ni les séries de Amazon Prime ne peuvent refléter, excusez-moi, je commence à perdre mon latin, la complexité, l'extravagance de l'actualité algérienne. Le pouvoir est une illusion. Le pouvoir est une illusion. En Algérie, vraiment est une illusion. Je pense que les dirigeants algériens doivent le comprendre. Aujourd'hui, tu peux être général. Demain, tu peux être un général-major. Après-demain, tu peux être le responsable de l'un des services de sécurité les plus puissants du pays. 2 ans, une année plus tard, tu peux chuter, tu peux faire l'objet d'une disgrâce et tu risques de finir en prison. C'est incroyable. C'est ainsi le destin des dirigeants algériens. Tellement le pouvoir, il est fragile en Algérie, tellement il est illusoire, tellement il est faible, il est trompeur, que en une année, 2 ans, la vie des dirigeants algériens risque de basculer dans une dimension irréelle. Tout cela à cause de quoi? À cause de cette maladie qui frappe, qui mine profondément le fonctionnement de l'État algérien, la vengeance politique et le clanisme. La vengeance politique et le clanisme. Cette fois-ci, c'est incroyable, l'homme qui était de cela à peine une année l'un des piliers du régime algérien, l'un des piliers du régime actuel, le général Nasser Djen, qui était l'ancien patron de la DGS, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. L'homme qui a dirigé la caserne Antar, le CPO, le Centre Principal des Opérations de Ben Aknoun, qui est la base logistique et la caserne opérationnelle, le centre opérationnel le plus puissant des services de renseignement intérieur. La DGSI, c'est le service secret le plus puissant du pays, le plus équipé, celui qui compte le plus d'agents, celui qui est présent à travers tout territoire national, chargé du contre-espionnage, de la lutte contre le terrorisme et des affaires les plus sensibles du pays, qui a la qualité de police judiciaire pour enquêter sur les affaires les plus graves, les scandales les plus dangereux du pays. C'est le service secret qui a un véritable maillon, qui a des maillons qui s'étendent sur une toile d'araignée pratiquement qui s'étend sur l'ensemble du territoire national. La DGSI, en termes d'effectifs, en termes d'équipement, en termes de prérogatives, en termes de puissance de frappe, c'est le service de renseignement le plus puissant. Nasser Djen a dirigé la caserne Antar, qui est le corps battant de la DGSI, de novembre 2021 jusqu'à fin octobre 2024. Début juin 2024, il a été nommé à la tête de la DGSI. Il est devenu le premier patron des services secrets algériens. Rappelez-vous, il était même un homme extrêmement proche d'Abdelmajid Tebboune. Salat el-Eid, la prière de l'Eid, je pense l'Eid al-Saghir de 2024. Quand Abdelmajid Tebboune, il dit à Nasser Djen, prépare-toi, Wujid Rohak c'est Nasser. Wujid Rohak c'est Nasser. Prépare-toi et c'est Nasser. Donc il y avait une certaine proximité. Il y avait une véritable proximité. On parle d'il y a à peine une année. À peine une année. C'était exactement vers avril 2024. Vers avril 2024. Abdelmajid Tebboune, en pleine prière de l'Eid, juste après le Ramadan 2024. Le général Nasser Djen, son véritable nom, c'est Abdelkader Haddad. Il vient lui faire la bise, les salutations classiques de l'Eid, les salam alek de l'Eid. Et Abdelmajid Tebboune, dans un geste de tendresse, d'affection, il avait vraiment de l'affection pour Nasser Djen. Nasser Djen, il avait l'oreille d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune l'apprécie beaucoup. Il lui dit, prépare-toi. Wujid Rohak et c'est Nasser. Quelques semaines plus tard, Nasser Djen, avant même le début des élections présidentielles anticipées de septembre 2024, il a été nommé DGSI, premier patron des services secrets, du service secret le plus puissant, le plus important du pays, qui est le renseignement intérieur. Et là, aujourd'hui, on apprend que depuis 48 heures, Nasser Djen est en état d'arrestation. Est-ce que c'est pas hallucinant ce pays quand même? Il y a une année, il était l'ami, le préféré du président et du chef de l'État. Une année plus tard, c'est quand même un destin fou. Nasser Djen est en état d'arrestation.
l'homme qui a surveillé, l'homme qui a permis à Tebboune d'organiser les élections présidentielles anticipées, l'homme qui a été qui était chargé de l'organisation sécuritaire, de la surveillance, de la mise en place de tout dispositif sécuritaire pour les visites de terrain de Tebboune, notamment Kabylie et Tizi Ouzou, l'homme qui avait l'oreille de Tebboune. Et aujourd'hui, il est en état d'arrestation, il a été arrêté selon nos investigations, nous avons pu confirmer l'information, ça nous a pris beaucoup de temps. Ça nous a pris beaucoup de temps parce que Nassar Djen, il faisait l'objet de pas mal de fantasmes et de rumeurs et de désinformations. Ça nous a vraiment pris beaucoup de temps pour confirmer la vraie information, pour démêler le vrai du faux dans cette histoire. Nassar Djen n'est pas encore au tribunal de Blida, n'a pas été encore incarcéré, il n'est pas incarcéré, il n'est pas placé sous mandat de dépôt ni quoi que ce soit. Il est en état d'arrestation au CPMI de Ben Aknoun. Le CPMI de Ben Aknoun, c'est la sécurité militaire, c'est la DCSA. C'est la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Le CPMI, qui s'appelle plus le CPMI, il s'appelle le SCOMI en ce moment. Depuis 3-4 ans, il s'appelle le SCOMI. Le CPMI, c'est le Centre principal militaire d'investigation. C'est l'équivalent de la Casa Hunter, du CPO de Hunter. Donc pour la DGSI, la DCSA de l'enseignement militaire, ils ont le CPMI. C'est leur base logistique et leur principal centre opérationnel pour mener les enquêtes. L'enseignement militaire est différent de l'enseignement intérieur. L'enseignement militaire, il est cantonné aux affaires militaires et c'est une sorte de police militaire qui enquête sur les militaires de rang, de carrière, c'est un service de renseignement interne de l'armée nationale et populaire, de l'armée algérienne. Comme les chefs ou tous les membres des services secrets algériens, ils ont le statut de militaire, même s'ils relèvent organiquement de la présidence de la République, mais ils ont le statut de militaire. Et ben, quand il s'agit d'enquêter ou de procéder à des arrestations, ou faire des perquisitions, ou les soumettre à des enquêtes, c'est le renseignement militaire qui s'en occupe. Donc, c'est la DCSA qui a enquêté, qui a ouvert une enquête sur Nassar Djen. On en a parlé de cela pas longtemps. Il y a à peine un mois, Nassar Djen fait l'objet d'une enquête, effectivement. D'abord, au départ, il a été interrogé concernant l'affaire Colonel Marouane. L'affaire Colonel Marouane qui a été l'ancien directeur du bureau de sécurité de liaison de l'ambassade d'Algérie à Rome et qui a été évacué, qui a fui son poste, qui a abandonné son poste dans des conditions absolument scandaleuses et extravagantes, on en a déjà parlé. Il avait déjà été interrogé, on en a parlé le 17 juin dernier. Nassar Djen et 11 personnes auditionnées, il était soumis à une ISTN. Bon, mais l'ISTN, c'est pas une sanction et violente et sévère et humiliante en soi, parce que tous les responsables algériens, quand ils quittent leur poste, quand ils sont limogés ou remplacés, ils sont soumis directement à une USTN. Ils ne peuvent pas quitter le pays jusqu'à nouvel ordre. Ça, parce que pour les empêcher d'aller à l'étranger, comme il y a eu des fuites de patrons, de hauts responsables importants du pays depuis la crise politique 2019, comme par exemple le général Major Habib Chentouf, l'ancien patron de la première région militaire, comme le général Ghalib Belqser, l'ancien patron de la gendarmerie algérienne. Donc, on veut éviter que les hauts responsables des services de sécurité ou de l'institution militaire, pour qu'ils ne fuient pas, comme les ministres d'ailleurs, dès qu'ils quittent leur poste, ils sont soumis à l'ISTN pour les empêcher d'aller à l'étranger, de se réfugier, de s'exiler et de communiquer des informations extrêmement sensibles et dangereuses à des puissances étrangères ou à des entités étrangères, et pour ne pas s'établir à l'étranger, pour qu'ils restent toujours contrôlables, entre guillemets, et pour les faciliter leur surveillance et s'assurer de leur loyauté absolue, et ils doivent être maintenus sur le territoire national. Ça, c'est pas une mesure humiliante. Sauf que les jours passent et discrètement, secrètement, une enquête a été ouverte sur Nassar Djen. Des orientations ont été communiquées par la présidence algérienne pour en mettre sous enquête Nassar Djen. Alors, quelle est cette enquête? Officiellement, dans l'enquête que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, il y a deux affaires liées. Nassar Djen est en ce moment en garde à vue, voilà, est en garde à vue au CPMI de Ben Aknoun, qui est devenu le SCOMI, le service central des opérations militaires et des opérations militaires et de l'investigation, à peu près c'est comme ça. C'est l'ancien CPMI de Ben Aknoun, centre principal militaire des investigations. Centre principal, c'est cela. Centre principal militaire d'investigation. Maintenant, il ne s'appelle plus le CPMI, il s'appelle le SCOMI. J'ai oublié la signification précise de SCOMI. C'est Service Central Opérations Militaires et des Opérations Militaires de l'Investigation. Je crois que c'est ainsi. Peu importe. Nassar Djen est interrogé à propos de deux affaires. Première affaire, elle concerne quelqu'un qui s'appelle Loussif,
qui est un homme d'affaires, un commerçant, originaire de Bosch-Bois-Rélige, et qui serait un ami à lui, qui serait l'un de ses amis les plus proches. Et ce Lossif avait été un commerçant qui a déjà fait l'objet d'enquêtes en 2019 lors de la crise politique, et qui avait déjà fait l'objet de plusieurs saisies. Ensuite, quand Nasser Djen est monté au plus haut sommet de la hiérarchie des services secrets, il s'avère que Hadal Ossif, il a repris ses activités commerciales de façon très intense et qui s'est beaucoup enrichi, notamment dans le commerce des smartphones, à travers notamment l'importation des cabas. Et on soupçonne Nasser Djen de l'avoir aidé, de lui avoir donné un coup de main et de l'avoir partagé avec lui la rente ou les fonds provenant de ce commerce prospère. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, apparemment, quand Nasser Djen était à la tête de la DGSI, il y aurait eu une saisie importante au niveau de l'un des domiciles qui aurait appartenu à Amar Roul, l'ancien ministre des Travaux publics de l'époque de Bouteflika. Et dans cette perquisition, du cash, des sommes importantes en cash auraient été saisies, et une partie de ces sommes en cash aurait disparu, n'aurait pas été retrouvée dans les les entrepôts de stock des saisies de la DGSI. Et on soupçonne Nasser Djen d'avoir, soi-disant, subtilisé une partie de ce cash-là. Ça, c'est les accusations. Bien sûr, il y a la présomption d'innocence. Bien sûr, Nasser Djen n'a pas été encore condamné. Bien sûr, Nasser Djen n'a pas été encore présenté devant un tribunal militaire de Blida. N'a pas été encore mis en examen. Ça, c'est ce qui est officiel. Et malheureusement, derrière ces petites affaires, parce que pourquoi maintenant? Pourquoi on accuse Nasser Djen maintenant de corruption? Pourquoi pas avant? Et quand il était au pouvoir, il était sahabhom. Le pouvoir algérien, il y a de cela une année, Tebboune considérait Nasser Djen comme son homme de confiance, ou je dois c'est Nasser, etc. Quand il était à la tête, pour les élections présidentielles, pour les arrestations de certaines personnalités politiques ou la publique, pour les enquêtes, certaines enquêtes sécuritaires très sensibles. Nasser Djen était le coffre-fort, c'était le pilier du régime, l'un des piliers du régime. Et maintenant, quand il est hors circuit, quand il a été enlevé, comme par hasard, les affaires de corruption, les soupçons de corruption apparaissent. C'est malheureusement un procédé classique. En Algérie, depuis 2019, quand on veut salir quelqu'un, quand on veut noircir son image, quand on veut l'accabler, quand on veut le discréditer et provoquer sa disgrâce définitive, à savoir le mener vers la casse-prison, on lui invente toujours une affaire de corruption. La corruption, comme là c'est un sport national en Algérie, comme c'est l'argument le plus, comment dirais-je, l'argument bateau. Vous savez qu'on dit le proverbe, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. La rage, cette rage, pour justifier de noyer son propre chien, c'est la corruption. La corruption, c'est l'argument le plus facile, le plus simple, le plus accessible pour permettre au régime algérien de se débarrasser, de se neutraliser, de se venger contre l'un de ses plus anciens serviteurs. En réalité, derrière l'affaire Nasser Djen, il y a une vengeance. Parce que ça, il y a l'officiel, il y a l'officieux. Je ne dis pas que Nasser Djen n'est pas coupable. Je ne suis pas juge. C'est la vérité. Moi, je ne suis pas son avocat. Moi, je dis juste que s'il y avait une véritable affaire de corruption, on aurait pu l'enlever quand il était au pouvoir. On aurait pu évoquer ces affaires-là pour l'enlever. Or, on ne l'a pas enlevé pour ça, on l'a enlevé parce qu'on a voulu ramener le général Hassan, parce que le général Hassan, le 22 mai 2025, quand il a été installé, on a estimé que Nasser Djen était limité, que ses compétences étaient limitées, que vu la conjoncture sécuritaire extrêmement sensible, notamment au niveau international avec les crises avec la France et le Sahel, etc., et que les nouvelles menaces potentiellement dangereuses auxquelles la sécurité nationale est exposée, il nous faut un homme d'expérience et de connaissances et de réseau qui est le général Hassan. Donc il n'a pas été enlevé Nasser Djen pour des affaires de corruption. Donc si ces affaires de corruption étaient avérées, quand il était au pouvoir. Et comme je vous dis, en Algérie, malheureusement, c'est une tendance fâcheuse. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, pour justifier absolument la disgrâce et la chute de quelqu'un, on doit l'emmener en prison. Et nous, on est des journalistes honnêtes et intègres. Et ce que je n'aime pas, c'est cette lâcheté de s'attaquer à quelqu'un quand il n'est plus au pouvoir. Quand il est au pouvoir, il est puissant, personne n'ose l'attaquer. Mais quand il n'est plus au pouvoir, quand il perd le pouvoir, il devient une proie facile, et c'est là où tout le monde essaie de l'égorger, essaie de lui taper dessus. Ça s'appelle tirer sur une ambulance, et c'est de la lâcheté. En réalité, derrière l'affaire Nasser Djen, il y a quoi? Il y a une affaire de vengeance politique. Il y a 2 ou 3 dossiers, parmi lesquels le dossier de l'ancien journaliste, notre confrère Harzallah, qui a défrayé la chronique récemment, nous en avons parlé, l'affaire Harzallah. Harzallah est, on va dire, le journaliste
Vous vous en rappelez, on en a parlé le 17 mai 2025, quand le journaliste Raouf Harzallah a raconté sur les réseaux, il a fait exploser son affaire sur les réseaux sociaux et a expliqué qu'il était bloqué sur le territoire algérien depuis plus d'un mois et on l'avait soumis à une ISTN, une interdiction de sortie du territoire national, sans aucune notification judiciaire, sans aucun motif valable, qu'il a essayé, il a saisi toutes les autorités judiciaires et sécuritaires et personne n'a voulu lui dire la vérité. Il était obligé de prendre la fuite et il a fui le pays de façon clandestine parce qu'il savait qu'un complot se tramait contre lui, qu'il allait lui aussi être emprisonné. Donc, il a utilisé son passeport canadien pour fuir via un pays voisin et retrouver sa liberté et se mettre à l'abri. Raouf Harzallah est un ami de Nasser Jan. Il était proche, un ami, c'est une connaissance proche. Voilà. Nasser Jan et Raouf Harzallah se connaissent. Quand Raouf Harzallah il a fui le pays, etc., à la présidente de la République, notamment les conseillers de Tebboune, ont accusé, ont suspecté, ont douté directement de Nasser Jan. Ils ont considéré que ils ont pensé ils ont suspecté Nasser Jan d'avoir orchestré, d'avoir organisé la fuite de Raouf Harzallah. Pourquoi? Parce que les conseillers à la présidence voulaient que la DGSI procède à l'arrestation de Raouf Harzallah et l'emprisonne. Et visiblement, Nasser Jan même chez Nasser Jan était quelqu'un qui était très fidèle à Tebboune, mais il n'était pas convaincu par toutes les instructions et tous les ordres. Et Nasser Jan, c'était quelqu'un qui discutait certains dossiers, en Algérie, le problème qui se posait, c'est qu'avec Tebboune, ses conseillers ont pris la fâcheuse tendance depuis 3-4 ans d'appeler eux-mêmes les hauts responsables des services de sécurité et de leur donner des ordres, des instructions. Or, légalement, un conseiller quelconque de n'importe quelle direction de la présidence de la République ne peut pas appeler le chef des services secrets, ni le chef de la police, ni le chef de la gendarmerie pour lui donner des instructions. Il n'y a que le président, à la limite le secrétaire général de la présidence ou le directeur de cabinet du président, mais à condition que ce soit des décisions motivées, écrites, mais par téléphone. En Algérie, malheureusement, ces 4 dernières années, n'importe quel conseiller, des conseillers à la communication, relations presse, relations publiques, conseiller un simple chargé de mission, genre des gens qui étaient anciennement journalistes, qui étaient anciennement des petits scribouillards dans des administrations, qui sont les compagnons de Tebboune, parce qu'ils sont ses compagnons. Il leur a donné le titre de conseiller à la présidence de la République. Ils se permettaient d'appeler Nasser Jan. Ils se permettaient d'appeler le patron de la police, ils se permettaient d'appeler le patron de la gendarmerie pour leur demander de procéder à telle ou telle arrestation, d'enclencher telle ou telle enquête, de communiquer tel ou tel dossier. Nasser Jan, à un moment donné, sur certains dossiers, il collaborait, sur d'autres dossiers, il ne collaborait pas. Il leur disait, j'attendais, si le président veut que je fasse quelque chose, c'est à lui de m'appeler, de me donner l'ordre. Ou là, vous m'envoyez via un procureur, via un juge. S'il y a un juge, un tribunal compétent qui me dit de procéder à cette arrêt, je le fais. Donc, même chez Nasser Jan, fait l'affaire de Harzallah. C'est ça la vérité de Nasser Jan. Pourquoi? Il n'est pas parti à cause de ça. Il est parti parce que le système, le régime devait le remplacer. Parce que Nasser Jan, il faut dire la vérité, il était limé son poste, le poste et la conjoncture sécuritaire et la conjoncture politique actuelle, notamment au niveau international du pays, et les menaces pluridimensionnelle, notamment à cause du conflit diplomatique et politique avec la France, avec les Émirats, la situation en Libye, la situation au Sahel, exigeait de nommer un nouveau chef des services secrets qui a un profil international, un profil plus connecté à l'étranger, qui maîtrise mieux les affaires des pays voisins, notamment les affaires du Sahel, les affaires de la Libye, et qui a plus d'expérience. Nasser Jan n'a pas d'expérience. Nasser Jan est c'est un homme de terrain, spécialiste de l'infiltration, mais c'est pas un manager de troupe, il n'a jamais été un manager de troupe ou un stratège qui peut élaborer des stratégies. Contrairement au général Hassan. Il n'a pas été enlevé pour ça. Mais comme il a été enlevé, comme il n'a plus le pouvoir, donc c'est facile de s'attaquer à lui. Donc on a monté contre lui une machination, une affaire. Pourquoi? Parce que ما حبش يدخل الحبس رؤوف حرز الله. هذه لا فيريتي انا نقولها لكم شي اونيت. انا ما راني مع ناصر. ما راني مع حميدة, ما راني مع بشير. Moi je défends l'intérêt général de l'Algérie. Moi je suis neutre, je n'ai aucun clan. Moi je vous dis la vérité. Je vais vous dire la vérité telle qu'elle est. La vérité c'est que Raouf Harzallah, il s'attendait à l'époque, entre mai et avril, il voulait l'incarcérer. Il voulait l'emprisonner. Et Nasser Jan, la DGSI, n'ont pas voulu l'incarcérer parce que, il n'y avait pas de décision judiciaire. Il
Il n'y avait pas de dossier de justice enclenché, de poursuite judiciaire enclenché contre lui. Il n'avait pas de dossier dans n'importe quel tribunal. Troisièmement, c'était une instruction communiquée par des conseillers, une instruction individuelle. Tebboune n'a pas appelé Nasser Djen pour lui dire je veux que tu m'enfermes Harzallah. Et voilà pourquoi. Donc Nasser n'a pas exécuté. Il a laissé filer à Raouf Harzallah. Sauf que les détracteurs de Nasser Djen, ils accusent Nasser Djen de l'avoir organisé son évasion, de l'avoir fait évader. Ce qui est faux, puisque Harzallah, il a raconté comment il s'est évadé. Il a dit, je suis passé par un pays voisin, j'ai un passeport canadien, il m'a confirmé sur ici, etc. Voilà, l'Algérie, c'est un gruyère. Tu payes un passeur, ou là, tu payes n'importe quoi, 100 millions, 200 millions, pourquoi Nasser Djen aurait voulu, il n'a pas voulu emprisonner, ni incarcérer, ni procéder à l'arrestation pour incarcérer, c'est pas lui qui va incarcérer, mais il aurait pu l'arrêter, pour monter un dossier, voilà, comme ils le font majoritairement les services de sécurité quand ils sont en instruction de s'attaquer à un personnage public, de monter un dossier débile, bidon, et de monter un dossier qui permettra à un juge de placer cette personnalité sous mandat de dépôt. Nasser Djen, même chez nous, il a estimé que c'était un dérapage, une dérive, il y a un conflit personnel entre Raouf Harzallah et quelques conseillers à la présidente de la République, il ne voulait pas mêler la DGSI dans cette affaire. Et Mormon, il a eu raison. Je pense qu'il a eu raison de le faire. Ça ne veut pas dire que je suis son avocat, c'est une vérité. Maintenant, pour se venger contre lui, ils vont pas faire une affaire sur Harzallah, parce que s'ils vont enquêter comment Harzallah a fui le pays, et s'ils veulent accuser Nasser Djen d'avoir fait évader ou d'avoir organisé l'évasion ou d'avoir permis l'évasion de Raouf Harzallah, ça sera une affaire politique. Pourquoi Raouf Harzallah, il fallait pas qu'il quitte le pays? Qu'est-ce qu'il a fait de mal à Raouf Harzallah? Est-ce qu'il a violé, volé, tué, orchestré quelque chose? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Non. Donc, cette affaire aurait été extrêmement politique et sulfureuse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, pour enfermer les généraux, les officiers de l'armée et les responsables politiques, on crée une affaire de corruption. C'est ça, il n'y a pas mieux. La corruption, c'est l'enrichissement illicite. La corruption, c'est ce qui permet facilement de salir quelqu'un, de le rabaisser, de l'humilier, de le culpabiliser, de le diaboliser, de le mettre en prison. Voilà comment ça se passe. Est-ce que ça, c'est un pays sérieux? Il y a une année, le chef de l'État, il dit, c'est Nasser Oujidouak, prépare-toi, tu es son homme de confiance. Et parce qu'il n'est plus au pouvoir, il laissera, alors que Nasser Djen leur refusait quasiment rien. C'était un serviteur invétéré de Tebboune. Nasser Djen, il n'exécutait pas quelques instructions et quelques ordres et quelques orientations qui lui parvenaient de certains conseillers, mais il était d'une loyauté absolue à l'égard de Tebboune. Dans pas mal d'affaires très controversées, Nasser Djen, il a joué un rôle important. Il y a eu l'affaire Saïda Narsa, c'est la DGSI en partie qui s'en est occupée. L'affaire de Abdelwakil Blam, c'est la DGSI qui s'en est occupée. Donc, il n'a pas dit non à tout. Il disait pas non à tout. Il disait au contraire oui à presque tout. Ken Machinhom, à 100%, où il était loyal, il croyait à Tebboune. Il pensait d'ailleurs même, il était parmi les généraux qui admiraient Tebboune, qui pensaient que Tebboune était le nouveau Wali Boumediene. Regardez aujourd'hui comment il est récompensé. Quel est le message, quelle est la leçon que les autres directeurs centraux, les autres généraux vont tirer? Maintenant, qui va vouloir quitter le pouvoir? Si à chaque fois que quelqu'un est au pouvoir, dès qu'il abandonne son poste, dès qu'il est éjecté, il se retrouve en prison, ou il risque d'aller en prison, ou il risque l'incarcération, mais demain, personne ne va vouloir quitter le pouvoir. Les gens vont se défendre, on renforce le clanisme, on renforce la volonté de monopoliser le pouvoir, parce qu'aujourd'hui, perdre le pouvoir en Algérie, c'est un acte de suicide, c'est-à-dire c'est une déchéance qui prépare une fin suicidaire, qui prépare une fin malheureuse. Donc personne ne va vouloir quitter le pouvoir. Et les gens qui vont rester au pouvoir maintenant, ils vont se dire, Nasser, il était leur bras armé. Tebboune, pourquoi il a donné la DGSI à Nasser Djen avant les élections présidentielles anticipées? Parce que Nasser Djen faisait peur. C'est pour ça, d'ailleurs, pourquoi les élections présidentielles anticipées de 2024 se sont bien déroulées en septembre 2024, sans aucun obstacle, sans difficulté, sans conflit, sans manifestation, sans émeute, parce que parce que c'était la DGSI, c'était Nasser Djen, parce que Nasser Djen, il avait des méthodes brutales, des méthodes très sévères, il inspirait la terreur. Toutes les mouvances politiques, les activistes, les gens au sein du régime, ils cravaient Nasser Djen. Son nom, comme c'est une légende,
connu depuis la lutte contre le terrorisme pour ses méthodes brutes, pour ses méthodes sévères, brutales et pour ses méthodes très très fortes, les gens, il inspirait la crainte, il inspirait la terreur. Du coup, Tebboune lui a donné ce poste-là. Il savait ce qu'il était en train de faire. Parce qu'on avait oublié avec Nasser al-Tun, les élections pouvaient être organisées sans qu'il y ait beaucoup de contestations, sans qu'il y ait des contestations, Kabylie, ailleurs, parce qu'il a des méthodes très fortes. C'est quelqu'un qui inspire la crainte, encore une fois. Et voilà, c'est un homme connu pour ses méthodes, pour certaines de ses méthodes brutales. Donc, c'était un pari réussi pour tout le monde, puisque les élections présidentielles anticipées se sont déroulées sans pratiquement aucun incident majeur. Mais, donc, ils l'ont utilisé, c'était un bleu, ou l'ont jeté comme une vieille chaussette. Comment les autres généraux vont comprendre, vont interpréter le sort de Nasser al-Tun? Ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, mais attendez, donc nous on est des vieilles chaussettes, on nous utilise, après on nous jette. Qui sera loyal maintenant à l'égard de Tebboune? À son clan. Qui va maintenant faire confiance à Tebboune et à son clan et à son entourage? Qui va faire confiance au pouvoir? Qui va vouloir encore collaborer et offrir ses services au pouvoir? Parce que dès qu'une année, il va t'utiliser, une année, 2 ans, il va sauter comme un fusible, il risque de finir en prison. C'est la stabilité de l'État qui est menacée. Cette affaire d'emprisonnement, de vengeance politique, de clanisme, dès que quelqu'un tombe et part, il faut le mettre en prison. On utilise les généraux, les officiers et les hauts responsables du pays comme de la chair à canon. Ensuite, on les jette en pâture. C'est tout simplement une mécanique infernale qui finira par provoquer l'implosion du régime de l'intérieur. Parce qu'à un moment donné, les généraux, les autres officiers, les autres responsables du pays vont vouloir se défendre, ne vont plus vouloir quitter le pays, et ça peut aller vers des scénarios de rébellion interne. De rébellion interne. C'est extrêmement grave. Allez, il y a la vérité sur l'affaire Nasser al-Tun. Je ne vous rajoute ni aucun autre élément. Moi, je suis quelqu'un d'intègre. Je n'appartiens à aucun clan. Ce qui me fait mal, c'est mon pays. Comment mon pays, l'État algérien, il est devenu une machine à fabriquer des détenus en permanence. Comment les hauts responsables du pays, qui ont occupé des fonctions importantes, finissent tous en prison. Ça fait quoi? Ça donne l'image que ce pays, c'est un État voyou. C'est un État voyou, des premiers ministres, des généraux, des ministres, tous finissent en prison. Ça veut dire que c'est un État voyou. Et un État voyou n'inspire ni le respect, ni la considération, ni l'estime.